Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir comment créer une bonne alliance entre une personne en dépression et son proche. Tu vas voir comment, en plusieurs étapes, tu peux devenir cet aidant qui va permettre à ton proche de recevoir l'aide nécessaire, le soutien émotionnel face à sa dépression. Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression, c'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, cher proche, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti! Hello cher proche et bienvenue à toi dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de te retrouver parce que il y a plein de choses qui se sont passées ces derniers temps qui m'ont un petit peu surpris. Ça fait plusieurs semaines que je reçois par email ou sur Instagram les retours suivants. Manu, j'adore ce que tu fais. Bon, Manu, elle est contente. Je propose régulièrement à mon proche tous les conseils que tu m'apportes et à chaque fois, je me prends des vestes, je me prends une porte, il me dit non. Et je comprends pas, parce que toi, c'est ce que t'as fait et t'es sorti de la dépression. Et donc, du coup, je comprends pas pourquoi mon proche ne veut pas le faire. Alors, c'est vrai que, d'une certaine manière, quand j'entends tout ça, bon, déjà, il y a la flatterie sur le fait que, oui, moi, j'ai réussi à sortir à la dépression et qu'apparemment mes conseils sont justes. Mais il y a un point qui est souvent très oublié. C'est-à-dire que quand on propose quelque chose à quelqu'un, on doit s'attendre à ce que cette personne dise oui ou que cette personne dise non. Si on part du principe et on sait que c'est bon pour elle, que c'est ce qu'il faut et qu'elle doit absolument que répondre oui, ça veut dire qu'on oublie ce qu'est le libre arbitre et qu'on oublie la réalité de ce que peut penser la personne. Quand on vient proposer quelque chose à son proche qui souffre de dépression parce que nous, on sait que c'est bénéfique, parce que nous, on a écouté les épisodes de podcast de la chère Manu, parce que nous, on a appris sur la dépression, on est des sachants. Et donc, quand on vient apporter une information à la personne, on sait que c'est ce qu'il faut. Est-ce que la personne en face de toi, elle a la même manière de réfléchir ? Pas vraiment. Et donc, du coup, il y a une alliance qui ne se crée pas. Moi, il y a un truc que je dis pas beaucoup, c'est que si je le dis, je dis beaucoup que pendant 18 mois, j'ai refusé de voir un thérapeute. Et pendant ces 18 mois où tout le monde a vu que je dégringolais, que j'allais pas bien, que j'avais une souffrance psychologique qui était vraiment visible par tout le monde, au bout de plusieurs semaines, je pouvais plus rien cacher, plein de personnes m'ont donné plein de conseils, et dont le conseil d'aller voir un psy. Et la réalité, ce qui s'est vraiment passé, c'est que je n'ai pas écouté ces conseils. Il y a 2 personnes dans mon entourage que j'ai écoutées. Et en fait, c'est assez particulier. Ma mère, mon père, mes sœurs, je les ai pas écoutées. Mes super copines, mes meilleures amies, je les ai pas écoutées. Il y a 2 personnes que j'ai écoutées. La première, mon médecin traitant, et la deuxième, mon mari. Alors, il y a un truc qui est assez intéressant dans ce qui s'est passé. C'est la manière dont ces 2 hommes ont fonctionné avec moi pour faire en sorte de me permettre à moi de prendre de bonnes décisions et de m'offrir un soutien émotionnel indispensable. À travers leur histoire, à travers la manière dont ils ont travaillé avec moi, à travers ce que moi je sais de la dépression aujourd'hui, puisque je suis
psychopraticienne, alors oui, j'ai un petit défaut, j'aime dire psychopraticienne. J'ai un peu de mal avec psychopraticien, j'aime bien mettre le petit C, alors si ça dérange certains, je suis désolée, mais moi j'aime bien prononcer ce mot comme cela. En fait, puisque moi, en tant que thérapeute, je passe mon temps à aider les autres pour pouvoir créer une bonne alliance bénéfique, je me suis dit que rien ne vaut une histoire, rien ne vaut l'expérience, rien ne vaut en fait des certaines situations pour pouvoir en fait faire quelque chose d'intéressant. L'objectif ici, quand moi je te partage un conseil, c'est pas de le répéter de manière, on va dire, on fait un CTRL-C, CTRL-V, un copier-coller comme un ordinateur. Chaque dépression est unique, ton proche est unique, sa manière d'être, sa manière de réagir, votre relation est particulière. Elle a sa particularité, elle a ses bénéfices, elle a sa manière d'être. Et donc, moi, je peux t'apporter les conseils, mais ton job à toi, c'est d'apporter les conseils en les adaptant à la situation de ton proche. Et donc, pour réussir à accepter que des fois, oui, tu vas te taper des noms, mais ça ne veut pas dire que parce que ton proche te dit non, qu'il ne va pas réfléchir à ce qui s'est passé, eh bien, on va voir comment ton alliance, comment est-ce que toi tu peux faire pour que ça se passe au mieux. Pour info, l'épisode de podcast est en 2 parties. C'est-à-dire que l'épisode d'aujourd'hui, c'est comment créer une alliance entre moi et mon proche en dépression. Et l'épisode de vendredi est comment créer une alliance entre moi dépressif et mes proches. Donc du coup, je t'invite à aller écouter vendredi l'épisode des proches, du dépressif, pardon, excuse-moi, sinon je commence à déjà à bouger les choses, l'épisode du vendredi qui va te permettre de comprendre aussi la posture de ton proche et pourquoi est-ce que c'est aussi difficile pour lui d'entendre ce que tu as à lui dire. Alors aujourd'hui, on va voir comment tu peux créer cette alliance intéressante, ce soutien émotionnel qui, à mon sens, est non négociable, indispensable. Comment est-ce que tu peux faire en sorte que ça se passe au mieux, tout en gardant toi aussi un équilibre, parce qu'on n'est pas là aussi pour dire que voilà, il faut que tu te saignes corps et âme pour ton proche. On va voir comment est-ce que tu peux créer cette alliance, pouvoir diriger ton proche vers les bons conseils et lui donner le temps nécessaire d'agir et de faire les bonnes choses. On commence pour voir ça ? Allez, c'est parti. Alors avant tout, il y a un élément pour moi qu'il faut vraiment comprendre. Et pour cela, je vais te le faire comprendre à travers mon tout premier exemple. Je dis beaucoup que mon papy psychiatre et mon mari ont été les 2 personnes qui m'ont vraiment aidé à sortir de la dépression. Mais parce que je ne parle pas de la personne qui m'a fait sortir de la dépression assez. Quand je suis tombée en dépression en 2014 pour la première fois, la personne qui m'a aidée et qui m'a soutenue, c'était mon médecin traitant de l'époque. Alors, quand il m'a vue pour la première fois et que je lui ai dit que j'étais pas bien, que cette fois-ci je souffrais de dépression, et je lui ai dit de toute façon, j'ai un pet au casque, je suis folle, c'est n'importe quoi, je ne suis pas assez travailleuse, car à l'époque j'avais des soucis au boulot. La première chose qu'il m'a expliqué, c'est il m'a dit, écoutez Manuela, je vais vous expliquer ce qu'est la dépression. Et en fait, c'était ça qui est intéressant, c'est qu'il a commencé déjà à me dire et à comprendre ce que j'avais. Il savait ce que j'avais. Il connaissait la dépression, le fait que ce soit une maladie, les symptômes difficiles avec la dévalorisation, les problèmes cognitifs, la difficulté à prendre une décision, le fait qu'on soit vraiment dans l'incapacité de faire des choses puisqu'on a perdu la motivation, qu'on a l'envie de rien. Il m'a expliqué tout ça. Il était clair et net depuis le début, et c'est ce qui m'a permis aussi de comprendre ce qui m'arrivait. Et je pense que, et c'est pas je pense, puisqu'il savait, puisqu'il est connaisseur, puisque c'est un médecin, comment fonctionne la dépression, il savait comment me permettre d'aller directement voir les bonnes personnes pour m'aider. Il a utilisé les mots justes et les mots rassurants dont j'avais besoin pour créer une alliance avec lui. Les mots rassurants, c'était les mots les plus simples. Je te comprends. Je ne te juge pas. Je suis là pour toi. Ne t'inquiète pas. Même si c'est difficile, ensemble, on va y arriver. Ce sont des mots qui sont très simples, mais qui montrent un équilibre. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'en tant qu'aidant, le dépressif n'est pas équipé tout seul à s'en sortir. Et que si on arrive et qu'on lui dit « fais un gâteau, je te propose des œufs, du lait, du beurre, de la farine et du sucre, tu mélanges tout, tu mets dans le four », c'est sûr qu'on va lui montrer comment il a les ingrédients.
Mais la réalité d'un dépressif, c'est que pour faire le gâteau, il faut l'aider. Je vais couper avec lui le beurre, je vais sortir le saladier, et je vais mettre les aliments, et je vais touiller avec la personne. Un peu comme si on faisait un gâteau avec un enfant. Eh bien, c'est pareil. Parce que mon médecin m'a rassurée, j'ai pu créer une alliance solide avec lui. Le fait qu'il m'ait rassurée, qu'il ne m'ait pas jugée, a été l'une des premières choses qui a fait que ça a bien fonctionné. Et donc, il n'a pas tout de suite cherché à m'envoyer chez un thérapeute. C'est-à-dire qu'au départ, il a juste préféré être une oreille attentive et m'expliquer de manière régulière quand je parlais, eh bien, ça c'est la dépression, ça c'est le fait que tu sois dévalorisé, etc. C'est pour ça que si tu saisis correctement ce qu'est la dépression, tu vas éviter les malentendus, tu vas éviter les jugements et tu vas agir de manière appropriée pour apporter le bon soutien au bon moment à ton proche. Et puis du coup, ça va te permettre une chose, tu ne prendras pas personnellement les comportements de ton proche par rapport à sa maladie, comme à son isolement ou son irritabilité. Tu vas pouvoir aussi, d'une certaine manière, sans en faire tout un foin, mais mettre un cadre et des limites à certaines choses, parce que tu sais ce que c'est. Comprendre la dépression de ton proche, c'est non négociable. Alors tu vas me dire, bah Manu, comment je peux la comprendre, etc. J'ai à ta disposition de nombreux outils, des formations, des articles de blog, etc. pour apprendre à comprendre la dépression. Tout cela est dans les notes de l'épisode d'aujourd'hui. Pour aller un peu plus loin, pour te permettre d'aller plus loin dans la formation que je mets à disposition, je te partage aussi vraiment du concret de la vie de tous les jours pour que tu puisses aussi appliquer ce que tu apprends. Et mon dernier conseil, c'est aussi d'écouter les épisodes du vendredi. Alors pas forcément tous, mais quelques-uns pour te permettre aussi de te mettre dans la peau de ton proche. Pour que ton alliance soit vraiment au top, développe ton empathie en apprenant sur la dépression, en comprenant les incapacités de ton proche. Ça va te permettre en fait de faire preuve de maîtrise, de savoir te protéger au bon moment, de mettre des limites au bon endroit et de mettre un cadre. Alors, mon médecin, il connaissait très bien la dépression. Et donc, du coup, c'était ça qui était top. Mais il y avait une autre chose que mon médecin a très vite compris. Qui j'étais. Il me comprenait énormément. Il me regardait en disant « Vous êtes perfectionniste et vous êtes quelqu'un qui fuit le conflit. Du coup, vous n'arrivez pas à dire aux gens que vous n'arrivez pas à faire certaines étapes de votre boulot au quotidien. Vous gardez tout pour vous, vous êtes une cocotte minute. Et malheureusement, vous encaissez tout toute seule aujourd'hui et vous n'aimez pas demander l'aide aux autres. Donc vous venez me voir parce que vous n'avez pas le choix, vous êtes en arrêt maladie et vous n'avez pas le choix que de venir me voir parce que il vous faut un justificatif car clairement vous n'êtes pas allé au travail. Mais là, moi, ce que je vois, c'est que vous avez besoin de régler certaines choses. » Alors, quand il m'a dit ça, l'orgueil de Manu, je peux te dire que j'étais pas contente, mais il avait raison. Parce qu'il me connaissait, il connaissait les raisons pour lesquelles c'était dur pour moi de demander de l'aide. Il savait que dans mon histoire, mon parcours, ma manière d'être, demander de l'aide n'existe pas. J'étais censée être une femme forte, jeune et indépendante qui n'a pas le droit à la faiblesse. Alors je sais, aujourd'hui c'est pas un discours 2024, mais il y a 10 ans, quand tout ça s'est passé en 2014, eh bien c'était le discours que j'avais. Et en fait, à ce moment-là, lui, il a compris que j'avais ce discours. Et c'est pour ça qu'il est important que si tu veux avoir une bonne alliance thérapeutique, tu dois connaître ton proche, savoir comment il est. Alors, il y a des gens qui vont me dire, mais Manu, tu vois, avec mon proche, on vient de se mettre ensemble, ça fait 1 mois, 2 mois qu'on se connaît. Eh bien, c'est encore mieux. Quand on est au début de la relation, c'est là où on est là pour essayer de comprendre un peu comment est l'autre. Dans les échanges, les discussions, les petits restos, c'est là où on parle de soi. Plus tu vas parler avec ton proche d'autre chose que la dépression, mais de son fonctionnement, de ses peurs, de ses craintes, etc., plus tu auras la bonne connaissance et mieux ce sera. Attention à la phrase « moi je le connais bien, il n'y a pas de souci ». Je te demande de connaître la personne en dépression, pas la personne qui était là avant. Parce qu'on peut avoir un dépressif qui switch du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a un comportement et une fois que la dépression arrive, un autre. Il faut connaître celui qu'on a en face de nous, la personne avec la dépression. Oui, mais Manuela, elle veut pas me parler, elle veut pas réfléchir, elle veut pas me poser, elle répond pas, elle veut pas communiquer.
Est-ce que j'ai besoin de communiquer quand je vois mon partenaire qui refuse d'appeler ses parents pour dire qu'il n'est pas bien? C'est pas un bon communicant, il n'a pas une relation assez proche avec ses parents pour pouvoir parler. Quelquefois, tu n'as pas besoin que ton proche te dise des choses. Observe ton proche. Et si t'es perdu et que tu comprends pas certaines choses, je vais te partager un truc un peu particulier. Quand tu n'arrives pas trop, tu observes ton proche, tu notes des trucs et que t'es un peu perdu et tu sais pas trop comment il va vraiment réagir et tu sais pas quels besoins il pourrait avoir, comment les choses peuvent se faire, discute avec une autre personne. Alors bien sûr, on n'est pas là pour faire du gossip, on n'est pas là pour faire du bavardage, mais le fait de discuter avec quelqu'un d'autre, ça peut te permettre d'avoir quelqu'un qui a une autre vision du caractère de la personne pour voir comment elle est. Là, je parle bien de caractère, je ne parle pas de dépression où la Terre entière a carrément 25 milliards de trains en retard sur ce sujet. C'est-à-dire que si tu n'as pas un œil d'expert sur l'observation, je suis sûre que dans ton entourage, tu connais quelqu'un qui a une perspicacité d'enfer, va voir cette personne, tiens, qu'est-ce que tu penses si quelqu'un il agit comme ci, comme ça, etc. Oh, c'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes de communication depuis l'enfance, quelqu'un qui peut-être est dur envers lui-même ou qui est perfectionniste. Et ça, c'est des informations intéressantes. Plus tu connais ton proche, mieux ça se passe. Et donc du coup, maintenant que tu connais ton proche, tu vas aussi pouvoir savoir comment diriger vers cette personne les conseils liés à la dépression. Mon médecin traitant avait un problème. Il savait que quand il me donnait un arrêt maladie, j'étais en pleurs. Mon médecin traitant, en fait, j'allais le voir et je lui demandais 1 jour, 2 jours, une après-midi, une matinée pour que je reparte travailler. Pourquoi est-ce que ça se passait comme ça ? Parce qu'en fait, moi, je faisais des crises de panique le matin. C'était pas des crises d'angoisse, mais j'étais assise sur mon lit et je ne pouvais plus bouger. Des crises de tétanie. Ou c'était pas des crises d'angoisse. Ça se trouve, c'était des crises d'angoisse, hein. Peut-être que je me voile encore la face aujourd'hui en 2024. Mais en tout cas, je me levais. C'était comme ça. Je savais pas quel matin ça allait me faire ça. Je me levais. Et c'était tout. J'étais assise au bord du lit et je pouvais y rester jusqu'à 21h le soir. J'arrivais pas à sortir de mon lit. Donc forcément, j'étais malade. Forcément, il me faut un justificatif. Et forcément, j'allais chez mon médecin. Et le truc de l'époque, c'est que le médecin habitait en face de chez moi. Donc clairement, j'y allais en pyjama. C'est vrai, hein. Je mettais des chaussures, je mettais un manteau. Les 3/4 du temps, j'étais en pyjama et j'allais chez mon médecin lui pleurer un arrêt maladie pour une justification. Et un jour, en fait, c'est marrant, il en a eu marre. Il m'a regardé et m'a dit, écoutez, je pense que l'une des problématiques que vous avez, c'est que comme vous ne demandez jamais de l'aide, malheureusement, vous n'allez jamais y arriver parce que là, vous ne pouvez pas venir me voir tous les 3 semaines pour prendre 1 jour, 2 jours, enfin, même votre patron, il va en avoir marre, on peut vous virer à cause de ça. Et donc du coup, ce qu'il m'a dit, il m'a dit, écoutez, je ne peux pas prendre le rôle d'un thérapeute. Il dit, je suis votre médecin et mon job s'arrête là. Il faut que vous ayez voir quelqu'un. Et là, je lui ai dit, non, je veux pas, je veux être avec vous, vous me comprenez, j'ai pas envie de raconter mon histoire à quelqu'un d'autre, et puis pourquoi je vais raconter mes problèmes d'enfance, je sais que j'ai pas eu l'enfance de rêve, mais c'est pas non plus la catastrophe, etc. Et il m'a dit, mais je ne suis pas thérapeute, mademoiselle Manuela, je ne suis pas thérapeute. Mais par contre, il me dit, je peux rester votre aidant. Vous voulez pas y aller ? Non, je ne veux pas y aller. Ah puisque vous ne voulez pas y aller, vous allez par contre devoir faire certaines choses que je vais vous demander. Et là, il m'a demandé de faire plusieurs choses. Déjà, de sortir tous les jours, d'aller marcher, et qu'une fois que j'aurais réussi à faire tout ça, je devais revenir le voir. Et c'était un pacte. Si je ne revenais pas le voir, je me ferais tirer les oreilles. Je sais pas trop comment, mais c'est ce qu'il m'avait dit. Et en fait, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que mon médecin a assumé les limites dans lesquelles il était. Et qu'il m'a dit tout de suite qu'il n'était pas la personne la mieux placée pour s'occuper de moi. Pour lui, il fallait que j'aille voir un psychologue, voire même un psychiatre, car il avait commencé à détecter mon trouble de l'humeur. Donc du coup, à ce moment-là, il est plutôt resté dans quelque chose d'adapté. Et quand il m'a proposé quelque chose, il y est allé étape par étape. Tant que je n'avais pas atteint une étape, il ne me proposait pas quelque chose d'autre. Ça, c'est un conseil que je trouve vraiment très pertinent sur le fait que quand on est un aidant, on n'est pas thérapeute. Notre relation n'a pas à être comme une relation de thérapeute. C'est vrai que cette relation peut être un petit peu complexifiée si tu partages beaucoup ta connaissance.
Car en tant qu'aidant, on se forme bien plus des fois qu'un dépressif. Et du coup, on peut un petit peu compliquer la dynamique de la relation parce que on va ramener sa science, comme certaines peuvent dire. Et donc, du coup, on pourrait se sentir jugé, mal compris quand on est dépressif parce que l'autre nous raconte que tout ce qu'il faut qu'on fasse. Et puis, apparemment, la sacrée Manu, on a entendu qu'elle était bizarre. Donc, c'est compliqué. Moi, ce que je te conseille vraiment, c'est de garder la posture de mon thérapeute. Quand tu veux proposer de l'aide à ton proche, choisis tes combats. Tu ne peux pas te battre sur tout. Et souvent, quand notre relation est en jeu, on a encore plus envie de faire plein de choses parce qu'on veut retrouver son couple, parce qu'on veut retrouver son intimité, parce que on a envie d'être avec son chéri, sa chérie, son doudou. Et c'est entièrement normal. Mais il faut choisir ses combats. Quel est le premier combat ? Est-ce que c'est d'aller voir un thérapeute ? Est-ce que c'est de commencer une thérapie, de commencer un traitement ? Etc., etc. Et quand on a atteint le premier palier, il faut s'en réjouir. Je vois beaucoup trop de personnes qui, dès qu'on a attrapé un palier, ne prennent pas le temps d'être contents de cette situation et vont tout de suite se focaliser sur celle d'après. La dépression, c'est pas un travail de performance, malheureusement. Si c'est un travail de performance, je te promets, je te l'aurais déjà dit, parce que moi aussi, j'aurais aimé performer pour m'en sentir plus rapidement. Si j'avais su qu'il fallait que je fasse de la performance, tu crois pas que ta chère Manu, elle aurait pas essayé de faire tout pour s'en sortir tout de suite rapidement ? Bien sûr que non. Rappelle-toi en tant qu'aidant que quand on a atteint quelque chose en tant que dépressif, on ne trouve pas que c'est waouh. Et du coup, il nous faut du temps pour encaisser le fait d'aller voir quelqu'un, aller raconter notre vie à un thérapeute, peut-être même de prendre un traitement. Et donc, du coup, il faut donner la phase, accepter la petite phase de j'accepte, etc., ce qui se passe, avant d'aller commencer à dire, bon, allez, t'as pris ta thérapie, maintenant, c'est 5 fruits et légumes par jour. Allez, tu manges tes légumes, allez, demain, c'est va faire du sport. Non, on donne le temps au temps. Si je force mon thérapeute, si je force je vais pas y arriver, hein. Si je force mon proche, voilà. Si je force mon proche, ça va se retourner contre moi. Si la relation est basée sur il faut que ça avance trop vite, et pas basée sur l'amour, l'empathie, la patience, on crée un déséquilibre. C'est pour ça que quand on dit qu'il faut choisir ses combats, il faut choisir ses bons combats. Est-ce qu'aujourd'hui, le combat, c'est d'aller voir un thérapeute ou le combat, c'est de retrouver d'abord un petit équilibre de couple ? Est-ce que le combat, c'est d'aller commencer un traitement ou c'est peut-être de faire en sorte de pouvoir sortir plus régulièrement pour pas rester confiné à la maison ? C'est pour ça qu'il faut choisir ses combats. Alors certains combats sont un peu mélangés, on peut pas faire certains. Par exemple, pour que le couple avance, c'est sûr que la thérapie est importante. Mais ça n'empêche pas que quand on va faire le travail pour qu'il y ait la thérapie, on est sûr d'avoir une petite communication régulière, qu'on passe du temps ensemble, etc. Donc, quand on va réussir à se rappeler que dans notre rôle, nous sommes un aidant et pas un thérapeute, ça va nous éviter de pouvoir prendre une responsabilité qui n'est pas la nôtre, ça va nous éviter d'avoir des relations où le dépressif peut se sentir jugé et incompris. On va aussi préserver la relation puisque on va choisir nos combats. Ça va nous éviter de biaiser les choses et de pousser un peu trop. Ça va forcément éviter l'épuisement, ton épuisement à toi, cher aidant. Parce que si tu continues à te battre tout le temps sur tous les fronts, tu vas péter un câble. Des fois, tu auras des moments où ça n'ira pas. Des fois, il y aura des moments où tu seras triste. Des fois, il y aura des moments où tu seras déçu. Et ça, c'est normal. Mais si tu cumules tout le temps des non, je ne veux pas, non, je refuse que tu fasses ça, à force de te prendre des claques, ça va être dur. C'est pour ça qu'il faut choisir ses combats. Et donc, du coup, ça va permettre de garder une relation saine et d'apporter le soutien approprié. Alors, mon médecin, qu'est-ce qu'il a fait ensuite ? Il m'a aidé à travailler sur ma dépression jusqu'à ce qu'il arrive à ce qu'il m'a dit, c'est sa limite. Il a été là, il a été présent, et m'a rappelé qu'à un moment donné, il pouvait pas faire plus pour moi et que je devais aller voir quelqu'un. Il m'a vraiment fait 20 000 courriers. Il m'a fait au moins 18 courriers parce que comment je le sais ? Parce que je les ai tous déchirés et je les ai comptés quand je les déchirais. C'est une partie de moi très sombre et très compliquée.
Il m'en a fait 17 parce que je sais que le 18, je l'ai donné à mon papy psychiatre. En fait, il m'a, au bout d'un moment, ça n'a pas duré 25 ans, hein, je te l'assure. Au bout de quelques semaines, il a dit qu'il en avait un peu marre de me faire des arrêts maladie courts. Et il m'a amené un arrêt maladie long. Le premier de 1 mois où je devais me reposer. Et quand il m'a donné cet arrêt maladie, il m'a dit, c'est pour que vous ayez trouvé un psychiatre ou un psychologue. Et là, il m'a dit, c'est ce que je peux faire pour vous. Et il était arrivé à sa limite. Je l'ai beaucoup remercié. Et mon médecin traitant a arrêté d'exercer après Covid. Et il nous avait envoyé un petit mail avec mon mari pour nous dire qu'il ne pouvait plus être médecin traitant. Et je lui ai envoyé un petit message à cet homme. Et je lui ai dit, vous savez ce que vous avez fait, vous avez changé ma vie. Aujourd'hui, je suis thérapeute. Je suis psychopraticienne, j'accompagne des gens qui souffrent de dépression et l'entourage. Et en fait, c'est grâce à vous. Et franchement, il m'a envoyé un petit message en disant, bon, heureusement que vous étiez pas vous me l'avez pas dit en face de vous parce que j'étais en train de pleurer comme un bébé. Parce qu'il me dit, je me souviens des galères qu'on a eues tous les deux. Et franchement, j'avais vraiment apprécié. Donc à ce moment-là, donc avant cette histoire, mon médecin traitant me dit, écoutez, je suis arrivée à ma limite, c'est tout ce que je peux faire. Des fois, c'est bien de le dire en tant qu'aidant. De dire, voilà, moi je t'apporte ce que je peux t'apporter, je peux pas faire 20 milliards de choses. Quand on se prend plusieurs non, des fois, il est bien aussi de rappeler aux proches en dépression que, voilà, là c'est ma limite, c'est ce que je peux t'apporter. Si ce que je te propose ne te convient pas, je peux le comprendre. Mais pense aussi à ma posture. Moi, je vois que tu es en souffrance, je peux t'apporter, je t'ai donné des conseils, je te laisse le temps de les appliquer. Mais voilà, je suis arrivée à ma limite. Alors, moi, j'ai dit à mon médecin, à ce moment-là, je lui ai dit, vous m'avez lâché, vous m'avez abandonné. Et il m'a regardé, il m'a dit, vous le croyez vraiment? Avec tout ce que j'ai fait pour vous, vous le croyez vraiment? Et là, je me suis mise à pleurer. Et en fait, je suis rentrée chez moi et j'ai appelé mon chéri. Et il me dit, mais il a très bien dit, ton médecin, je l'aime bien ce monsieur. Écoute ce qu'il dit, Manu, va voir quelqu'un, c'est important. Etc., etc. Et donc, c'est la première fois que j'ai vu un psychiatre et malheureusement, ça s'est très mal passé. Après, ça a duré, donc mon médecin a bossé pendant 1 an et j'ai été voir un psychiatre. Donc, Marie était aux anges et quand j'y suis allée, ça a foiré. Le psychiatre n'était pas la bonne personne, il ne m'a pas écoutée, il m'a donné un diagnostic en 5 minutes. Il m'a vu pleurer, il n'en avait rien à faire. Il m'a donné une ordonnance avec des antidépresseurs et il m'a dit on se voit la semaine prochaine. J'ai pris le rendez-vous, j'ai pris l'ordonnance, je suis partie en pleurant. Je suis rentrée, j'ai appelé ma mère. Et ma mère, qui à l'époque, la dépression, elle n'y connaissait rien, donc elle a fait sa maman africaine. T'as pas besoin de ça, ma chérie, viens à la maison de tes parents, viens prendre tes ressources et ça ira mieux. Donc j'ai fait ma valise, je suis allée chez mes parents. Et je suis pas allée mieux, je suis revenue. J'ai juste passé le week-end et je suis revenue. Alors là, mon mari, on n'était pas encore mariés. Après, on s'est mariés 2 mois après. Et donc, du coup, c'était à lui maintenant qu'imposait le côté de maintenant, il devait gérer cette vie avec moi. Il devait gérer les difficultés que j'avais. Donc, du coup, ce qu'il a fait, et ce qui était assez intéressant, c'est qu'au début, il m'a proposé de faire des choses. Il a commencé à me dire, tiens, ma petite Manu, on va jouer à un jeu vidéo. Et je lui dis, j'ai pas la force de jouer à un jeu vidéo. À l'époque, on est en 2017. Et donc, pour les petits geeks qui vont peut-être se reconnaître, il y a un nouveau jeu qui est sorti. Ça s'appelait Zelda Breath of the Wild. Et donc, du coup, mon mari était super content que le jeu arrive. Mais il voyait bien que sa doudou, elle était pas au top. Et donc, il se voyait pas jouer, lui, tout seul dans son coin, alors que moi, ça n'allait pas. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a dit, viens t'asseoir avec moi, tu vas découvrir le jeu avec moi. Et en fait, il a joué avec moi et on jouait en fait tous les deux. Ah, tu veux que j'aille vers où? Comme c'était un jeu de découverte, c'était un jeu où c'était immersif. Et il a réussi à trouver une activité où j'étais dans mon canapé. Et la seule chose que j'avais à faire, c'était d'interagir un petit peu avec lui. Et puis du coup, je trouvais ça sympa, je trouvais ça fun. Et puis, je parlais de plus en plus, et puis il me faisait parler, etc. Il y avait des fois où il voulait lancer le jeu, j'y arrivais pas.
oui, laissez tomber, c'est pas grave. Il me dit, c'est pas grave, ma chérie. Moi, je vais jouer et puis je te dirai ce que j'ai fait. Et puis, il y avait des fois où je pouvais m'asseoir. Il a créé des moments positifs très simples autour de quelque chose que lui aussi aimait et que moi j'aimais, car à l'époque, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été fan des jeux vidéo. Il s'est positionné vraiment en aidant, en apportant des activités qui n'étaient pas centrées sur la dépression. On ne faisait pas que parler de dépression. On parlait de plein de choses et d'autres choses. Et ça me faisait du bien. Et donc du coup, forcément, ça m'a permis en fait de me rendre compte que mon mari avait l'air de m'accepter telle que j'étais. Franchement, je ressemblais à rien. Je me lavais pas tous les jours, j'étais pas très propre, j'arrivais pas à être jolie, coquette, donc j'étais un zombie, quoi, tout simplement. Mais il était content, il m'acceptait telle que j'étais, il me dit je te prends comme ça, etc. Des fois, il m'envoyait à la douche, c'était un peu gênant, mais il avait raison. Et puis, il m'a vraiment aidé sur quelque chose. Il y a un point que mon mari a fait, c'est qu'un jour, il m'a dit « Écoute, Manu, t'aimes bien mon jeu ?» Et je lui ai dit « Oui, j'avoue, c'est sympa. » Il m'a dit « Écoute, j'étais en arrêt maladie à cette époque. » Il me dit « Écoute, moi, je vais travailler ce matin. Essaye de commencer le jeu. » Et je lui dis « Mais non, je suis pas... » Il me dit « Si. Essaye de commencer le jeu. De le faire toute seule de ton côté. » Et j'ai commencé à jouer parce que j'avais rien à faire chez moi. Et il m'a permis de m'encourager à travers de l'autonomie. Alors, bien sûr, quand je raconte tout ça, ça a l'air d'être facile, ça a l'air d'être passé comme une lettre à la poste. Je t'épargne les larmes, les disputes, les cris, les non je ne veux pas, les non tu m'imposes des choses, les non mais arrête de faire genre que t'es médecin, non mais tu comprendras jamais ce que je pense, non mais t'es qui pour me dire ça. Tout ça je te les évite, par respect, mais je les omets pas. Si mon mari a proposé cette activité de Breath of the Wild, ça ne veut pas dire qu'il n'a proposé que celle-ci. Il en a proposé plein d'autres, et auxquelles j'ai dit non. Et parce qu'il m'a observé, parce qu'il a regardé ce qui fonctionnait pour moi, il m'a aidé. Et donc, c'est ça le job, c'est ça la réalité de l'aidant. C'est qu'en fait, c'est un travail qui n'est pas facile, c'est un travail de longue haleine pour trouver ce qui convient à la personne. Et aujourd'hui, je te la raconte, mais sans oublier la souffrance dans laquelle mon mari s'est retrouvé. On a beaucoup échangé avec mon mari et quand la dépression s'est arrêtée de mon côté, lui s'est retrouvé avec une blessure qu'il n'avait jamais eue avant, c'est la blessure du rejet. Il n'avait pas la blessure, alors ça c'était franchement c'est psychologique, on l'a bien vu, il ne l'avait pas avant, il l'a développé avec moi, en dépression parce que je l'ai rejeté de manière permanente. Et c'était pas facile. Donc là, je rigole, mais c'est un rire pas gentil. Enfin, c'est un rire qui n'est pas là. Je veux pas rigoler pour me moquer de mon mari, mais je sais à quel point ça a été une galère parce qu'on a dû ramasser les pots cassés de tout ça. Et en fait, si tu veux, si je te raconte l'histoire de ces deux hommes qui ont un petit peu sauvé ma vie, je peux pas te dire que à chaque fois je les ai écoutés. Je peux pas te dire qu'à chaque fois j'étais d'accord. Je peux pas te dire qu'à chaque fois j'ai été la parfaite petite Manu qui disait tu as raison. J'étais qu'une Manu en dépression qui n'avait envie que d'une seule chose, arrêter de souffrir. La seule chose que je voulais, c'est qu'on me trouve un médicament qui arrête de me faire souffrir, qu'on me trouve une thérapie qui arrête de me faire souffrir. Et je n'acceptais pas la souffrance parce que personne sur cette planète n'accepte la souffrance. Et ces deux personnes, elles ont appris à s'adapter à moi, à fonctionner avec moi. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas laissé des plumes sur le chemin, mais moi aujourd'hui je leur serai toujours extrêmement reconnaissante. Comme du travail que tu fais toi aussi actuellement. Alors bien sûr, peut-être que tu te prends des vestes, peut-être que tu te prends même des portes, des claques, des refus monumentaux. Mais parce que tu fais ce job, parce que tu es à l'écoute, parce que tu es empathique, parce que tu vas prendre le temps de comprendre la dépression, parce que tu saisis ce que traverse ton proche, parce que tu comprends son fonctionnement, parce que tu exprimes tes besoins, parce que tu mets un cadre, parce que tu mets en place toutes les choses, parce que tu n'es pas un autre thérapeute, tu réussis à être l'aidant qu'il faut pour ton proche. L'aidant parfait n'existe pas. Ne cherche jamais à être un aidant ou une aidante parfaite. Reste toi. Applique les conseils, mais sois conscient que quand tu proposeras quelque chose à ton proche, il peut te dire non. C'est pour ça qu'il faut que tu choisisses tes combats. Quels sont les combats les plus importants pour toi, pour ton équilibre et pour ton proche? Eh bien oui, j'ai mis toi en premier parce que d'une certaine manière,
tu es aussi affecté par la situation, surtout si tu es en couple. Alors, vraiment, ces conseils, ils sont adaptés à toi pour t'aider au mieux. Vendredi, donc l'épisode qui suit, si tu l'écoutes en replay, est un épisode entièrement créé sur la même base pour les gens qui sont en dépression. Et pour leur montrer en fait comment on peut avoir une bonne alliance avec son proche. Quand l'épisode sera à ta disposition, je t'invite à le partager avec ton proche et je t'invite même à le faire écouter cet épisode-là pour que vous réussissiez à trouver cette alliance. Alors comme le plus important, c'est de se rappeler que même si ce que tu fais n'est pas parfait, que oui, ton proche peut te rejeter sur certaines choses, tu fais de ton mieux et tu peux être fier de toi. Car moi, aujourd'hui, c'est grâce à des aidants que je suis en vie, que je peux te faire ce podcast. Alors aujourd'hui, je ne peux que t'encourager à continuer de faire ce que tu fais déjà, à te permettre de montrer que tu es un aidant pour ton proche et que tu es là pour lui. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout. J'espère que cet épisode assez intimiste t'aura plu et qu'il va te permettre de t'encourager et d'aller et de faire les choses au mieux pour ton proche. Merci à toi et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!